Au Québec, on peut difficilement viser un site historique sans qu'il y ait un guide habituellement habillé en costume d'époque qui nous raconte l'histoire des femmes qui autrefois se faisaient refuser les sacrements par les méchants curés parce qu'il n'y avait pas assez d'enfants. Jeannette Bertrand elle-même, dans ses mémoires, a raconté une histoire. On lui avait raconté, dans son village, qu'un jour, le curé avait admonesté une jeune femme qui avait un bébé d'à peu près 2 ans, puis en disant « Quoi, t'es pas encore enceinte? C'est grave, là. Il faut que tu viennes me voir ce soir au confessionnal. Il faut régler ça tout de suite. » Et ça nous apparaît bien terrible, un tel témoignage. Mais moi, je dois vous dire, ça me fait plutôt sourire. J'ai l'impression que ça fait plutôt partie de la catégorie des phobies de Jeannette. Parce que, premièrement, si le curé avait été un petit peu logique avec lui-même, il aurait été mieux de dire à la madame de courir après son mari, au lieu de courir au confessionnal, parce que, à ma connaissance, c'est pas au confessionnal que les bébés se font. Mais qu'en disent les historiens professionnels plus sérieux, supposément plus sérieux, comme Gérard Bouchard, qui a étudié très à fond toute la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Voici ce qu'il écrit. Dans leurs sermons dominicaux, la majorité des curés abordaient assez régulièrement le sujet de la natalité pour rappeler aux femmes leur devoir sacré. Rien ne devait entraver la procréation, pas même une maladie qui aurait mis la vie de la mère en danger. Si elle en mourait, elle aurait une plus belle place au ciel. Elle serait assise plus près du bon Dieu. Par contre, aller contre la nature, c'était l'enfer assuré, avec ses flammes éternelles et toutes ses horreurs. Lors des retraites fermées, que les femmes, tout comme les hommes, mais séparément, devaient fréquenter une fois l'an pendant une semaine, des prédicateurs professionnels, des prêtres dits réguliers, membres de communautés, se chargeaient d'évoquer le sort effroyable des délinquantes. Les informatrices interrogées lors de notre étude se rappellent plus particulièrement les prédicateurs qui piquaient de sainte colère, frappaient du poing sur la chair, hurlaient dans l'église. Des femmes sortaient en pleurs, prises de frayeur et en perdaient le sommeil. Chez celles-là, une profonde culpabilité s'installait. Les informatrices racontent que durant les semaines et les mois qui suivaient, ça décollait enceinte dans la paroisse. L'action de la chaire se prolongeait dans l'intimité du confessionnal où les curés posaient les questions embarrassantes, recevaient les aveux timorés, rappelaient les règles sacrées de l'Église, faisaient pression sur celle-ci et sur celle-là. Devant celles qui avaient sciemment empêché ou retardé la vie et qui en étaient parfois leur seconde offense, ils faisaient entendre la colère de Dieu. Admonestées, elles se voyaient refuser l'absolution et l'accès à la communion. Quelques informatrices ont ainsi raconté qu'elle avait été discommuniée, c'était l'expression courante, pour avoir fait chambre à part après un 12e et un 15e enfant, pour avoir fait l'amour à côté, ici on parle du coït interrompu, après que le médecin les eut mis en garde contre une autre grossesse, pour avoir retardé une naissance en allaitant jusqu'à 3 ans. Enfin, les rencontres à domicile, effectuées dans le cadre de la visite paroissiale annuelle, ou pour réconforter un malade, fournissaient au curé une autre occasion de veiller à l'état des mœurs et des ventres. Ordinairement, si le dernier-né avait commencé à marcher, et que la femme n'était pas encore redevenue enceinte, le curé y allait d'une petite remarque à l'intention de la mère. Qu'est-ce qu'elle attendait pour se remettre à l'ouvrage? Un curé arpentait les pièces, comptait les lits vides. Un autre avertissait qu'il réservait un espace blanc dans son livre des âmes pour l'année suivante. Une jeune femme qui s'adonnait à la lecture se faisait dire « Tu ferais mieux de faire des enfants ». Alors nous avons ici un bel exemple de cette légende noire du clérico-natalisme. Et pourtant, Gérard Bouchard lui-même semble douter de l'authenticité du portrait qu'il vient de nous faire. Regardez la suite. La sexualité et la procréation étaient souvent pour les femmes synonymes de rudesse et même de violence sur les plans physiques et psychologiques. Dans ces circonstances, on pourra s'étonner un peu que des informatrices aient pu déclarer après coup, le recul du temps aidant sans doute, s'être néanmoins épanouies dans leur rôle de conjointe et de mère. Alors il est obligé de constater que finalement, toutes les femmes qui a interrogées étaient quand même heureuses. Il va un peu plus loin. Sous divers aspects, les conclusions de cette enquête viennent confirmer quelques vieux stéréotypes
concernant la femme, la sexualité et la religion dans cette région rurale canadienne-française. Dans cette mesure, elle s'accorde assez mal avec le courant moderniste qui a marqué l'historiographie québécoise depuis quelques décennies et dans lequel nous avons nous-mêmes inscrit une partie de nos travaux antérieurs. Alors, Bouchard fait ici deux aveux. Il dit, premièrement, son portrait il est stéréotypé, et deuxièmement, il avoue qu'il est à peu près le seul à soutenir cette thèse-là aujourd'hui, parce qu'il y a d'autres historiens qui disent le contraire. Ces historiens-là se rattachent à ce qu'on appelle l'école révisionniste. Ici, Bouchard avait employé le mot modernisme, c'est une erreur, il veut parler en fait de l'école révisionniste, qui a été bien présentée par l'historien Ronald Rudin de l'Université Concordia. En fait, ce qu'on appelle le révisionnisme en histoire au Québec, ça a commencé, à peu près dans les années 1980, et ça visait à montrer qu'au fond, le Québec n'avait jamais été la société arriérée, rétrograde et ultra-catholique qu'on nous a présenté jusqu'à la Révolution tranquille. On veut présenter en fait un Québec qui est normal, qui est finalement une société très moderne et au diapason du reste de l'Amérique du Nord. Un des historiens de ce courant révisionniste, Jean-Pierre Wallot de l'Université de Montréal, dit carrément « Il n'y a pas d'église triomphante ni de clergé dominateur dans le Québec du 19e siècle. » Maintenant, qu'en est-il au sujet de notre légende du clérico-natalisme? Voici ce que dit Suzanne Marchand dans un livre écrit en 2012. Elle dit « Même si la plupart des couples mariés au Québec désiraient avoir des enfants, il était de plus en plus nombreux à remettre en question l'idéologie nataliste. Les témoignages recueillis démontrent en effet que dès les premières décennies du 20e siècle, plusieurs couples québécois essayaient de contrôler leur fécondité ou d'espacer les naissances en utilisant diverses pratiques contraceptives plus ou moins efficaces. Des pratiques qui donnaient tout de même quelques résultats, puisque les familles nombreuses sont devenues de plus en plus rares au cours de la période étudiée. Loin d'être soumis aux dictats de l'Église catholique, nombreux étaient les couples au Québec qui tentaient d'exercer un contrôle sur leur fécondité et de s'affranchir des normes et institutions qui laissaient peu de place à leur épanouissement personnel, un phénomène qui ira en s'accentuant au cours de la seconde moitié du 20e siècle. Alors, ce que Suzanne Marchand nous dit, c'est que même si le clergé tenait un discours très nataliste, ça ne pognait pas. Parce que pendant tout le 20e siècle, le taux de natalité baisse constamment. Danielle Gauvreau, elle, de l'Université Concordia, dit « Dans l'esprit de beaucoup de gens, le déclin de la fécondité au Québec renvoie à la décennie des années 1960 et va de pair avec la Révolution tranquille qui secoue alors le Québec. Ce travail a montré que cette image populaire est inexacte en ce qu'elle occulte une portion non négligeable du déclin survenu avant 1960 et sans l'aide d'un moyen de contraception moderne comme la pilule. » Peter Gossage de l'Université de Sherbrooke va un peu plus loin. Les deux autres ont dit les dictats du clergé n'ont pas été suivis. Lui, il semble douter même qu'il y ait eu des dictats du clergé. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Les arguments populationnistes axés sur la revanche des berceaux perdent de leur force, victimes entre autres de la crise des années 1930. L'idéal d'une famille nombreuse demeure important, mais son contenu, c'est-à-dire le nombre d'enfants, connaît une nette évolution à la baisse. Les littéraires sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à présenter la haute fécondité des Canadiennes françaises comme un fardeau insupportable et nuisible à la santé et à la prospérité du peuple. Cette grande noirceur qui, à première vue, semble caractériser le traitement des questions de reproduction au Québec durant cette période, ne s'applique peut-être pas davantage à ce domaine qu'aux autres domaines de la vie sociale et politique. Le mythe de la grande noirceur a été remis en question par bien des historiens, mais lui, il dit peut-être qu'il faudrait qu'on le remette en question même sur cette question du discours clérico-nataliste. C'est d'ailleurs lui qui invente l'expression discours clérico-nataliste que je retiens dans mon exposé. Il fait peut-être un petit clin d'œil ici à Pierre-Éliott Trudeau qui avait inventé l'expression clérico-nationalisme dans son livre sur la grève de l'amiante, la grève d'asbestos dans les années 1950. L'expression est très critiquable, elle a une connotation péjorative, mais disons que je vais la retenir, faute de mieux.
Mais il y a un autre historien qui va encore beaucoup plus loin que ces trois-là. Il s'agit de Michael Gauvreau de l'Université McMaster à Hamilton, en Ontario, qui a écrit un livre que je qualifierais de révolutionnaire sur les origines catholiques de la Révolution tranquille. En fait, l'ensemble du livre vise à nous montrer que c'est le clergé qui a préparé la Révolution tranquille, à peu près dans tous les domaines, de 1930 à 1960. Il dit « En dépit du pouvoir de la religion au Québec, lorsqu'on le compare à d'autres sociétés où le catholicisme était également fort, il apparaît que le discours nataliste officiel était moins omniprésent que dans certains pays européens, par exemple. Au Québec, au milieu des années 1930 jusqu'aux années 1960, où l'usage répandu de la pilule s'est confirmé, l'Action catholique s'est attelée à populariser un type de contrôle des naissances en particulier, la très discréditée méthode Ogino-Knas, dite des cycles menstruels, et l'on peut dire que l'influent courant de pensée personnaliste à l'origine de sa diffusion fut le premier véhicule de propagation des valeurs et pratiques de contraception dans la société en général. Gauvreau inverse complètement notre vision des choses. C'est finalement le clergé qui aurait répandu la mentalité malthusienne au Québec entre 1930 et 1970. Voyons ce que l'on appelle la transition démographique. Avant 1850, c'est-à-dire avant la Révolution industrielle, la démographie se caractérise de la manière suivante. Il y avait un taux de natalité assez élevé, plus de 5 enfants en moyenne par femme, mais compensé par un taux de mortalité très fort, environ un enfant sur deux mourait avant d'atteindre l'âge de 5 ou 6 ans. L'espérance de vie se limitait à peu près à 60 ans, tant pour les hommes que pour les femmes, et périodiquement, il y avait des famines ou des épidémies qui faisaient baisser la population. Pensez par exemple à la grande peste noire de 1348 où un tiers de la population européenne a disparu en 15-20 ans. De telle sorte qu'après, il y avait un recouvrement, la natalité revenait en force et on avait une population stable. On estime qu'entre 1200 et 1800, la population en Europe et dans l'ensemble du monde a à peu près pas varié. C'était ce qu'on peut appeler un régime de démographie naturelle. À partir de 1850 jusqu'en 1950, il y a une phase de transition. La natalité diminue dans tous les pays d'Occident de 5 à 2 enfants en moyenne par femme. La mortalité infantile est d'à peu près 1 sur 10 en 1900. Vers 1950-60 est à peu près disparue. L'espérance de vie est de 80 ans. Ici, j'ai fait une erreur sur le tableau. Ça monte à peu près à 80 ans. Il n'y a plus de famine, il n'y a plus de grandes épidémies. Il y a une croissance rapide de la population, mais non pas parce qu'on fait plus de bébés, mais tout simplement parce qu'on en sauve plus. En fait, on fait moins de bébés, mais on en sauve un plus grand pourcentage. Donc, finalement, la population augmente. De telle sorte que la population a passé de 1 milliard à 2,5 milliards en à peu près un siècle. Et en même temps, s'installe une pratique de limitation des naissances. Alors, on voit ici le taux de fécondité au Canada entre 1871 et 2001. C'est en constante descente, mais ça descend toujours un petit peu en dents de scie. Hein? C'est pas une chute directe. Alors, ça remonte, ça redescend, mais la tendance est toujours à la baisse. Alors, au Québec, c'est la même chose. Et vous voyez que le gros de la baisse se fait entre 1950 et 1970, donc avant la pilule. Déjà, quand la pilule arrive, on avait déjà 2,1 enfants par femme. On était au seuil de reproduction, puis avec la pilule, on va descendre en bas du seuil de renouvellement. Donc, voici au 20e siècle comment ça s'est passé, l'évolution du taux de natalité. Il y a eu une petite remontée entre 1940 et 1960, c'est ce qu'on a appelé le baby boom. Et tout ça se fait avant l'invention de la pilule. Alors, quels étaient les moyens de contraception qui étaient employés avant la fameuse pilule anticonceptionnelle? D'abord, le mariage tardif. Alors, si on veut avoir moins d'enfants, on se marie plus tard. Au Québec, on n'a pas tellement connu ça. En fait, on n'a pas connu ça du tout. Mais certains pays pratiquaient cette méthode-là, notamment l'Irlande. En Irlande, au 19e siècle, la moyenne d'âge au mariage était de 32 ans pour les femmes et de 39 ans pour les hommes. Alors donc, il ne vous reste plus bien des années pour avoir des enfants. Ça a limité la population et ça explique pourquoi l'Irlande, qui comptait 8 millions d'habitants en 1800, en comptait 2 millions en 1900.
Bon, il y avait aussi tout le phénomène de l'immigration vers l'Amérique du Nord, mais quand même, les Irlandais limitaient leur naissance par le mariage tardif, et je vous fais remarquer, c'est une société catholique, ça. L'allaitement prolongé, ça, c'était connu depuis toujours. La continence complète, ça, c'est ce que l'Église catholique recommandait pour les couples qui ne pouvaient plus avoir d'enfants. Le coït interrompu avec éjaculation extravaginale, ça, c'était le moyen par excellence. Alors, il y avait différentes expressions populaires qu'on employait à l'époque. On disait faire l'amour à côté, on disait commencer dans la cuisine, finir dans le salon. Il y a toutes sortes d'expressions comme ça. Mais ça, c'était définitivement ça qui était le plus répandu. L'hystérectomie semble avoir été parfois prescrite de manière complaisante par certains médecins pour soulager des femmes qui avaient trop d'enfants. C'était peut-être pas toujours justifié. Le condom, c'était connu, mais c'était pas apprécié au Québec parce qu'on associait ça à l'armée puis à la prostitution. Par contre, à Montréal, on pouvait en trouver facilement dans les pharmacies protestantes, parce que les protestants, bon, on le verra plus loin, vont accepter la contraception dès 1930. C'était aussi possible de l'avoir dans des pharmacies catholiques, même en province, mais là, il fallait être assez discret, on mettait ça en arrière, mais c'était accessible, mais peu utilisé. Même chose pour le diaphragme, il semble qu'il y a très peu de gens qui utilisaient ça. L'avortement, contrairement à ce qu'on peut penser, ça existait. En 1924, il y avait 25 maisons à Montréal où on pratiquait des avortements. L'infanticide a-t-il été un moyen utilisé? Ça, on ne peut pas le savoir, mais ça se pourrait qu'il y ait eu des infanticides qui aient été faits sous couvert de mortalité infantile. À partir de 1930, surtout 1940, la méthode Ogino va être l'autre grand moyen de contraception après le coït interrompu. Alors, si on regarde l'évolution de la pratique contraceptive, selon une enquête réalisée auprès de personnes âgées, les femmes qui sont nées entre 1906 et 1910 disent avoir utilisé la contraception dans 19% des cas. Ensuite, et là j'ai mis les périodes de fécondité parce que ça nous indique un peu mieux que la date de naissance. Donc dans les années 20, déjà on avait 19% des femmes. Dans les années 30, 40, on est rendu à 30%. Vers la fin des années 50, début des années 60, 47%. Et autour de 1970, on est rendu à 64% des femmes qui utilisent un moyen de contraception quelconque. Y a-t-il un rapport avec la religion? Quand on regarde l'évolution du taux de natalité au Québec en comparaison du Canada anglais ou de d'autres pays, on pourrait avoir l'impression que oui. Par exemple, comparons le Québec en 1861, indice 100, en 1891, encore indice 100. Vous allez voir qu'en Ontario, en 1861, 90. Donc, les Ontariens ont un taux de natalité de 10% inférieur aux Québécois. En 1891, 64. Donc, la dénatalité avait pas mal progressé en Ontario entre 1861 et 1891. En Angleterre, 73, 62. En France, la France, c'est le grand pays malthusien. En France, on a commencé à limiter les naissances dès les années 1770, avant même la Révolution française. En 1900, la France avait un taux de natalité de 2 enfants par femme. Alors donc, on le remarque, c'est le taux de natalité le plus bas. En Belgique, c'est un petit peu plus élevé, mais quand même plus bas qu'au Québec. Maintenant, si on regarde l'évolution au Québec par rapport à l'Ontario, on constate que le Québec a toujours un taux de natalité supérieur à l'Ontario, c'est-à-dire que l'écart se creuse. En 1861, l'Ontario, c'est 100, le Québec, 113. Donc, il y a un écart de 13%. Mais en 1891, 39. Un écart de 39%. Ça monte encore en 1901, 62% d'écart. Ensuite, ça va diminuer. En 41, on a 41% d'écart. Et à partir de 1971, on est en dessous du seuil de l'Ontario. Alors, ce que ça veut dire, c'est que l'Ontario a commencé le phénomène de la dénatalité avant le Québec. Le Québec a retardé, mais a quand même suivi. Et quand il a suivi, vraiment, il a même dépassé l'Ontario. Est-ce que ça veut dire que c'est à cause de la religion catholique? Alors là, on pourrait faire une association simpliste. C'est pas si simple que ça. En fait, les historiens de la démographie, se divisent en 2 écoles de pensée. Il y en a qui vont insister sur les
facteurs d'explication socio-économique, plus matériels, d'autres sur les facteurs d'explication plus culturels, ce qui inclut évidemment la religion. Tout le monde s'entend pour dire que ces deux facteurs-là ont joué un rôle. Lequel est le plus déterminant, ce n'est pas toujours clair. Et quand on examine ça de proche, la démographie, je m'excuse, comme d'ailleurs tous les sujets de recherche historique, on s'aperçoit que les choses sont pas mal plus complexes. Comment ça se fait, par exemple, que la France, qui est un pays catholique, a été le premier pays à pratiquer la limitation des naissances, alors que l'Allemagne, qui est un pays majoritairement protestant, avait un taux de natalité équivalent à celui du Québec jusqu'en 1945? Comment ça se fait qu'en Colombie-Britannique, il n'y a aucune différence de comportement démographique entre les catholiques et les protestants dans cette province-là? C'est comme si les facteurs socio-économiques étaient plus importants que les facteurs religieux. Donc, on est dans une matière où il ne faut pas tirer des conclusions trop rapides et simplistes. Ce qu'on remarque, c'est que le taux de natalité a largement diminué au Québec entre 1920 et 1940. Quels sont les facteurs qui favorisent le déclin? D'abord, l'urbanisation. Dans cette période-là, on a un taux de natalité de 4,4 en ville et de 7,6 en campagne. Le revenu, le type de métier, l'instruction, même le bilinguisme, la famille d'origine, la religion peuvent jouer un rôle. Ça, c'est assez spécial, le bilinguisme, parce qu'on a constaté que les femmes, les Canadiennes françaises qui étaient bilingues, avaient un taux de natalité moins élevé que celles qui étaient unilingues, à niveau d'éducation égale, là, parce que les gens qui sont plus instruits ont un taux de natalité plus bas, mais si on prenait des gens qui avaient le même niveau d'instruction, si elles étaient bilingues, ben, elles étaient elles avaient un taux de natalité plus bas. Alors, essayez d'expliquer ces phénomènes-là, c'est pas facile. La famille d'origine, c'est qu'en général, les gens ont tendance à vouloir reproduire le modèle dans lequel ils sont nés. S'ils viennent d'une grosse famille, normalement, ils veulent avoir beaucoup d'enfants. Ils n'ont pas toujours le nombre d'enfants qu'ils souhaitent au départ, mais l'intention est quand même là. Si on regarde maintenant la religion au Québec, on remarque que dans le milieu rural, où le taux de natalité était plus élevé, les franco-catholiques, 7,66, les anglo-catholiques, donc essentiellement des Irlandaises, 5,97, et les anglo-protestantes, 3,17. Et là, on parle d'anglo-protestantes qui vivent en campagne, là, et qui n'ont pas nécessairement un mode de vie pour le reste très différent des Canadiens français. Alors ça pourrait nous laisser croire, effectivement, que la religion joue un rôle. Lorsqu'on a fait une enquête en 1971 auprès de personnes âgées pour leur demander si, au moment dans leur vie, elles avaient planifié le nombre d'enfants qu'elles voulaient avoir, alors on constate que celles qui étaient nées en 1906 et 1910, 54% avaient dit on n'a jamais planifié ça. Il y en avait quand même 46% qui voulaient déjà planifier. Mais celles qui sont nées dans les années 30, c'était 21 qui ne planifiaient pas. Donc 80% pensaient déjà à la planification des naissances dans les années 30. Et une autre donnée intéressante, c'est l'âge moyen des femmes au moment de la naissance de leur dernier enfant. Alors, c'était 37 ans dans les années 1920, et quand on est rendu dans les années 1950, c'est 33 ans. Alors donc, on décide d'arrêter les naissances. Examinons maintenant le fameux discours clérico-nataliste. Au 19e siècle, tous les historiens s'entendent là-dessus, il n'existe pas. Il faut attendre 1918 pour que pour la première fois on trouve au Québec un texte où on parle du problème de la dénatalité. Il s'agit d'une conférence que le jésuite Louis Lalande avait fait, et c'est lui qui a lancé la fameuse expression « la revanche des berceaux ». Alors j'ai lu son texte, il y a une phrase consacrée au problème de la dénatalité. Une phrase. Tout le reste, c'est l'éloge des Canadiens français qui ont réussi à sauver leur langue depuis la conquête. Une seule phrase. Lors de la Semaine sociale du Canada de 1923, organisée par les Jésuites, on parle de la famille. Et là, selon Peter Gossage, c'est l'apogée du discours clérico-nataliste. Alors, de quoi nous parlent les conférenciers lors de cette Semaine de la famille? Alors, il y a le dominicain Henri Martin qui, lui, va aborder franchement le problème de la dépopulation. C'est le seul.
Les autres, le docteur Baudouin nous dit qu'il faut combattre la mortalité infantile en réhabilitant l'allaitement maternel, hein, un thème assez moderne. L'abbé Jules Plamondon. L'abbé Jules Plamondon nous dit qu'il faut aider les mères en développant des écoles maternelles et des garderies. On est en 1923, là. Les économistes Georges Pelletier et Arthur Saint-Pierre essaient d'évaluer quel est le salaire raisonnable pour faire vivre une famille normale à Montréal dans ces années-là. Mais pour eux, une famille normale, c'est 3 enfants. Une famille de 4 ou 5, c'est une famille nombreuse. On le voit dans leurs textes. Henriette Dessaulles, sous le pseudonyme de Fadette, nous fait l'éloge de la mère de famille pendant tout un texte, un très beau texte. Mais elle ne parle jamais du nombre d'enfants. Henri Bourassa, lui, il réclame des réductions d'impôts pour les familles. Et puis Lionel Groulx nous trace un portrait très idyllique de la vie familiale au temps de la Nouvelle-France. On pouvait s'y attendre. Mais il nous parle aussi qu'on aurait peut-être besoin de faire de l'éducation sexuelle. Alors ça, j'ai été surpris de voir ça sous la plume de Lionel Groulx. Il n'emploie pas le mot éducation sexuelle, mais on voit qu'il se moque des histoires de sauvages qu'apportent les enfants. Et il déplore le fait qu'il y avait beaucoup de femmes qui arrivaient au mariage à cette époque-là sans savoir comment ça se faisait des bébés. Il semble que c'est un fait réel, là. Alors revenons maintenant aux plus cléricaux natalistes de tout ce groupe. Alors, Peter Gossage dit que le discours du père Henri Martin est un exemple patent du discours dominant. Alors, on va lire son discours dominant. Il dit qu'il faut améliorer les services médicaux pour les femmes enceintes. Il faut développer des syndicats ouvriers pour que les pères aient des meilleurs salaires. Il faut développer des réseaux d'assistance maternelle. Il faut hausser les salaires, travailler à avoir des logements plus salubres. Bien sûr, c'est un prêtre, donc il dénonce aussi la mondanité, le luxe, la danse. La danse, c'était grave, ça. Je vous mens pas dans ce texte-là, je pense qu'il y a plus de phrases qui sont consacrées au problème de la danse qu'au problème de la dépopulation, hein. Jamais il y a une menace spirituelle. Jamais il dit que les femmes doivent faire leur devoir puis que si elles ne le font pas, ils iront en enfer. Alors c'est ça que les historiens nous présentent comme l'apothéose du discours clérico-nataliste. 1959, on organise encore une semaine sociale sur le même thème, la famille. Et là, c'est quoi les idées qui ressortent? Ben, c'est qu'il faut inclure les droits de la famille dans la Déclaration canadienne des droits, qui va être adoptée par la Chambre des communes en 1960. Il faut défendre l'indissolubilité du mariage. C'est seulement en 1969 que la loi sur le divorce va être adoptée. Il faut améliorer le logement, la santé, la sécurité économique. On dénonce l'immoralité de certains médias, mais il n'y a aucune allusion à la dénatalité dans une semaine sociale organisée par les Jésuites en 1959. Mais il y a une petite exception. Il y a un jésuite qui en a parlé, le père Marie-Joseph d'Anjou, qui était très conservateur. Alors, il nous parle du droit et du devoir de fécondité. Il s'appuie essentiellement sur le discours de Pie XII aux sages-femmes de 1951 pour rappeler que les fins premières du mariage, c'est la procréation et l'éducation des enfants, les fins secondaires, soutien mutuel, amour et remède à la concupiscence. Mais il précise que le critère, c'est d'avoir le nombre d'enfants que l'on peut éduquer, pas d'avoir le nombre d'enfants le plus possible, pas d'avoir le nombre d'enfants dont la patrie aurait besoin. Et quels sont les critères qui nous permettent de déterminer ce nombre? La santé, les finances et les capacités éducatives des parents. Il prône la régulation naturelle des naissances. La seule allusion nataliste du père d'Anjou lors de cette semaine de conférence, c'est la suivante. Et regardez comment c'est sobre, c'est laconique. En dernier lieu, il reste à dire que le droit à la fécondité et le devoir de procréer revêtent un aspect social qui intéresse la patrie et l'Église. Dans certains pays qui affectent la dénatalité, les couples les plus aptes à éduquer de nombreux enfants doivent se demander s'ils procréent autant que le réclame le bien de leur patrie. Moi, je ne vois pas de menace de refus des sacrements ou de damnation éternelle dans ça. Ce qui est assez curieux maintenant, c'est si on regarde le discours des évêques. En France, on trouve 2 mandements collectifs des évêques pour dénoncer le problème de la dénatalité.
Un en 1919, la régénération de la France après la Grande Guerre, et un en 1939, le terrible danger de la dénatalité. Il faut savoir qu'en France, il y avait un problème de dénatalité depuis le 19e siècle qui était dénoncé par tout le monde, tant à droite qu'à gauche. Et en 1900, la France a un taux de natalité d'à peu près 2 enfants par femme. L'Allemagne a un taux de natalité de 5-6 enfants par femme. Alors, pas besoin de chercher ailleurs pour savoir pourquoi la France a perdu la guerre de 1870 puis celle de 1940 contre l'Allemagne. Les Allemands étaient plus nombreux. Puis en 1914, ça a été un vrai miracle que ça a pu résister à l'invasion allemande. Donc, tout le monde était inquiet en France du problème de la dénatalité et finalement, les évêques se rallient, quoique du bout des lèvres et assez timidement, à ce courant nataliste qui venait en fait des milieux plutôt laïques et plutôt patriotes de la France. Mais au Québec, aucune déclaration officielle de nos évêques sur le problème de la dénatalité. En 1937, il y a eu un procès qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, peut-être plus au Canada anglais qu'au Québec. Il s'agit du procès de Dorothy Palmer. Depuis 1892, il y avait dans le Code criminel canadien un article qui interdisait la diffusion et la propagande pour les moyens contraceptifs. Cette loi-là avait été adoptée par imitation d'une loi qui avait été adoptée en Angleterre quelques années auparavant. Donc, ça veut dire que, théoriquement, distribuer des condoms, par exemple, c'était un acte criminel en vertu de cet article qui datait de 1892. Alors, Dorothy Palmer répand des condoms dans un quartier défavorisé de la ville d'Ottawa, et un quartier qui était, comme par hasard, peuplé essentiellement de Canadiens français. Il y a un procès, elle est arrêtée. Le procès a donné lieu à un grand débat public sur la question de la contraception. Elle a été acquittée. En première instance, le gouvernement n'a pas porté la cause en appel. Donc, ça veut dire qu'en fait, le gouvernement était tout à fait favorable. Il ne voulait pas abolir cet article-là, mais il était bien content que les tribunaux le rendent inopérant. Par la suite, il n'y aura plus jamais au Canada de poursuite en vertu de cet article-là. Mais il faut savoir que Dorothy Palmer était soutenue et financée par Alvin Ratz Kaufman, qui était trésorier de la Canadian Eugenic Society. Et lui, sa grande idée, c'était de casser le taux de natalité des Canadiens français parce que leur prolifération risquait d'altérer la race canadienne. Alors, il disait, il ne faut pas que des gens qui sont sans intelligence se reproduisent trop. Alors, il y avait une vision véritablement eugénique. Ça, c'est important de le mentionner pour comprendre le débat de l'époque, puis de comprendre pourquoi notre clergé nationaliste était contre la contraception. Il faut savoir d'où ça venait aussi, l'idée de la contraception, qui en faisait la promotion et pourquoi. À cette époque-là, les Canadiens anglais craignaient, à tort, mais ils craignaient quand même, que les Canadiens français deviennent un jour majoritaires au Canada. En 1931, il y a des statisticiens du gouvernement fédéral qui avaient calculé que les Canadiens français seraient majoritaires dans les années 1980. Alors, ces démographes-là avaient mal évalué les résultats du recensement. On sait maintenant que le taux de natalité des Canadiens français avait commencé à diminuer, mais il y avait cette peur-là à Ottawa à l'époque. Alors, donc, il fallait absolument moderniser le Québec. Les impérialistes britanniques voulaient répandre au Québec la contraception, le suffrage féminin, l'école obligatoire et la pédagogie moderne, parce qu'ils craignaient que la société française et catholique ne devienne un jour dominante dans leur pays. Mais l'Église est-elle vraiment nataliste? En fait, si on regarde la Bible, il y a 2 passages qui vont en sens contraire. Dans la Genèse, il est écrit « Croissez et multipliez-vous ». Ça a l'air d'une belle déclaration nataliste. Mais par contre, Saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, dit « Je dis à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves qu'il leur est avantageux de rester ainsi comme moi-même, que s'ils ne peuvent se contenir, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. » Alors l'idéal, c'est la virginité, c'est la chasteté. Le mariage, la procréation, c'est un pis-aller pour ceux qui ne sont pas capables. C'est pas tout à fait ce qu'on appelle un discours nataliste, ça. Il y a des religions qui sont pas mal plus natalistes, comme par exemple les païens. Les anciens Romains, eux autres, c'était très important d'avoir des enfants
pour leur salut éternel. Parce que les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants devaient rendre les sacrifices aux dieux pour les âmes des ancêtres. Et si on n'avait pas d'enfants, ben on risquait de ne pas avoir la vie éternelle. Les Juifs aussi étaient très natalistes parce que chaque femme juive espérait enfanter le Messie. Il fallait absolument avoir des enfants pour être sûr que le Messie naisse dans le peuple élu. Pour ce qui est des musulmans, ben évidemment, en prônant la polygamie, inutile de dire qu'ils ne valorisent pas beaucoup la chasteté, la virginité. Alors ça, c'est des religions qui sont intrinsèquement natalistes. Mais le christianisme, lui, nous offre en modèle la Sainte Famille de Nazareth. C'est une famille d'un enfant unique, avec 3 personnes qui sont toutes les 3 continents parfaitement. C'est pas tout à fait un idéal nataliste. Martine Selgrand du CNRS en France, qui a étudié cette question-là, fait une affirmation assez radicale en disant que l'Église n'a jamais été nataliste. En fait, là, je pense qu'elle exagère peut-être un petit peu, mais elle fait quand même remarquer ceci. C'est que dans la doctrine traditionnelle du mariage, les époux devaient suivre 2 devoirs. D'abord, le devoir de fidélité conjugale, ça c'est la première des choses, et deuxièmement, le rejet de la contraception. Mais l'Église n'a pas défini de devoir de procréation. L'Église n'a jamais dit que les couples devaient avoir des enfants, même qu'au contraire, l'Église encourageait les couples à vivre de manière chaste, hein, comme Marie et Joseph, dans un but de perfectionnement spirituel. À la fin des années 1920, la méthode de régulation naturelle des naissances va être mise au point par un médecin japonais, Ogino, et un médecin autrichien, Knaus. L'histoire a retenu le nom de Ogino pour qualifier cette méthode, mais en réalité, il y a plusieurs médecins qui ont travaillé là-dessus. Il y en a d'autres aussi que ces 2-là. Alors, la méthode Ogino permet d'identifier dans le cycle de la femme quels sont les jours où il y a de fortes chances de fertilité et les jours où il y a moins de chances. Alors donc, il faut s'abstenir de relations sexuelles dans les périodes risquées. Alors, c'est ce qu'on avait surnommé à l'époque la méthode du calendrier. Évidemment, la méthode du calendrier fonctionne pour les femmes qui ont un cycle régulier. Ça ne fonctionne pas pour les femmes qui ont un cycle irrégulier, mais la méthode va être améliorée un peu plus tard, à la fin des années 50, avec ce qu'on appelle la méthode symptothermique, et ensuite la méthode Billings dans les années 1970. Les experts vont vous dire que si c'est bien suivi, c'est à peu près aussi efficace que la pilule. Mais c'est assez difficile à suivre, d'une part à cause des femmes qui ont un cycle irrégulier, mais aussi parce que ça exige une maîtrise de sa vie sexuelle que tous les couples n'ont pas nécessairement. En 1930, le pape Pion s'est prononcé sur cette question-là lors de l'encyclique Casti Communibi. Bon, ça portait sur le mariage. L'essentiel de l'encyclique, c'était pour condamner finalement le divorce qui se répandait de plus en plus dans toutes les sociétés occidentales, mais il parle aussi de la question de la procréation. Il rappelle que le but du mariage, c'est la procréation, que tout moyen de contraception est par définition contre-naturel, mais que ce qu'on va appeler plus tard la régulation des naissances, ça peut être acceptable parce que ça suit finalement le cycle naturel. Il n'y a pas d'action de la part des humains pour mettre une entrave quelconque au fonctionnement de la nature. Donc, il approuve la méthode Ogino. C'est assez spécial. La méthode Ogino a été mise au point en 1928. Elle va être connue en Europe même un peu plus tard que 1930. C'est rare que l'Église se prononce de manière aussi rapide sur un sujet. Est-ce que le pape lui-même avait entendu parler de cette méthode Ogino? On ne le sait pas. Mais le principal rédacteur de l'encyclique, c'était en fait un jésuite, l'abbé Arthur Vermersch, qui enseignait la théologie morale à l'Université de Louvain en Belgique et aussi à l'Université grégorienne. Lui est considéré comme le principal rédacteur de cette encyclique et lui suivait depuis des années toutes les recherches au sujet de la méthode Ogino. Mais il faut dire aussi que l'Église catholique devait réagir aux protestants. L'Église anglicane d'Angleterre, lors de la conférence de Lambeth en 1930, s'était prononcée en faveur de la contraception.
Bon, bien sûr, avec toutes sortes de réserves, on n'était pas nécessairement en faveur de la dénatalité du côté des protestants. Le vote a été assez serré, je crois que c'était 160 contre 90. 10 ans avant, l'Église anglicane avait rejeté la contraception, mais en 1930, il l'accepte. Toutes les autres églises protestantes vont suivre assez rapidement, et il fallait que l'Église catholique se positionne par rapport à ça. Ça explique pourquoi ça a été assez rapide. Ceux qui vont diffuser en France, comme au Québec, les premiers à diffuser la méthode de Gineau, c'est les dominicains. Il y avait même une blague à l'époque qui circulait, on disait « Connaissez-vous le chic truc des dominicains pour ne pas avoir d'enfants? » Mais ça a soulevé un débat moral. Il y en a qui étaient pour la méthode de Gineau, puis il y en a qui étaient contre. Le dominicain Benedictus Mérand, qui a été le grand propagateur de la méthode en France, disait « Pas de problème avec ça, ça respecte la nature. » L'abbé Vermersch, qui avait rédigé l'encyclique et donc qui était considéré comme une grande autorité, est un peu plus réservé. Il dit que la méthode au Gineau est moralement indifférente, tout dépend de l'intention. Alors, si on a des motifs sérieux d'espacer ou même d'arrêter complètement les naissances, ça peut aller. Mais si l'intention, c'est d'avoir une vie un peu plus facile, là, ça ne va pas. Alors donc, on est au niveau de l'intention. Du côté des opposants, il y avait le jésuite René Brouillard qui lui disait, ben non, au fond, la méthode de Gineau, c'est tout simplement une contraception catholique. Il dit, il n'y a peut-être pas une action directe pour empêcher la nature, mais l'être humain utilise consciemment un artifice de la nature pour éviter la procréation. Pour ce qui est de Jean Violette, qui était le président de l'Association du mariage catholique en France, lui, ce qu'il craignait surtout, c'était qu'on utilise cette méthode pour des motifs égoïstes. Mais le problème avec ceux qui étaient contre, c'est qu'ils n'arrivaient pas à dire que c'était un péché. On lui posait la question, ben, c'est pas correct cette méthode-là, c'est-tu un péché? Ben, il y en a qui disaient, ouais, non, c'est une imperfection, c'est peut-être au mieux un péché mortel. Je m'excuse, un péché véniel, pas mortel. Et ça prouve qu'il y avait une lacune dans la théologie morale à ce moment-là. Le devoir de fécondité n'avait jamais été défini par l'Église. Alors qu'on ne nous arrive pas avec cette idée du curé, il dit c'est votre devoir d'avoir des enfants toutes les années. Là. La théologie morale de l'Église n'a jamais défini ça. Et quelqu'un comme René Brouillard et Jean Violet disaient, ben, il serait peut-être temps qu'on définisse aussi un devoir de fécondité dans l'Église. Alors, notre bon vieux curé dont parlait Jeannette Bertrand, peut-être qu'il avait mal lu sa théologie morale. Ça n'a pas empêché la méthode de Gineau de se répandre hein, au Québec autant qu'en France. D'ailleurs, le fameux téléroman « La famille Plouffe », auquel les Québécois se sont tant attachés dans les années 1950, bien, vous remarquerez que c'était une famille de 4 enfants. Et en fait, selon les sondages réalisés en 1940 à peu près au Québec, quand on demandait aux gens combien d'enfants vous voulaient avoir, c'était 4. Finalement, ils vont en avoir un petit peu moins que ça. Dans les années 50, le taux de natalité au Québec, c'était 3,8. En 1951, le pape Pie XII va trancher le fameux débat entre les moralistes sur la légitimité ou non de la méthode Gineau, et il va donner raison aux deux camps. Hein, vous voyez la grande sagesse de Rome, c'est souvent comme ça. D'un côté, il dit oui, la régulation naturelle des naissances est légitime. C'est lui qui a inventé l'expression régulation naturelle pour se distinguer des protestants qui, eux autres, parlaient de birth control, de contrôle des naissances. On employait aussi l'expression limitation des naissances. Bon, c'est rien qu'un jeu de mots, mais c'est pour montrer que là, on est dans le domaine de la doctrine catholique et non pas dans le domaine de la doctrine protestante. Mais après avoir dit ça, ben là, il définit un devoir de fécondité. C'est la première fois dans l'histoire de l'Église que le magistère dit qu'il est du devoir des catholiques d'avoir des enfants. Cependant, ce devoir-là peut être restreint pour des motifs sérieux d'ordre médical, eugénique, économique. Quand Pie XII parle ici d'eugénique, il faut remettre dans le contexte, c'était dans le sens de l'éducation des enfants. D'ailleurs, ce terme-là va être abandonné par la suite. Mais Pie XII précise que les critères sont larges. Il dit que l'Église sait considérer avec sympathie et compréhension les réelles difficultés de la vie matrimoniale à notre époque. Aussi avons-nous affirmé la légitimité et en même temps les limites
bien large, en vérité, d'une régulation des naissances. Parce que par la suite, l'Église ne définira pas précisément c'est quoi ces fameux critères. Le jésuite Stanislas de Létapie avait écrit en 1960 un excellent ouvrage sur la limitation des naissances que l'on pourrait considérer comme étant, si on veut, la doctrine de l'Église à ce sujet-là, la doctrine officielle. Alors, bon, il rappelle bien sûr la première fin du mariage, c'est la procréation et l'éducation. La deuxième fin, le soutien mutuel, c'est-à-dire l'amour entre les conjoints. Il affirme que les familles ont le devoir de procréer et que la charité nous commande d'avoir le plus d'enfants possible. Mais il faut tenir compte des critères de santé, d'éducation et d'économie, rejeter toute forme de contraception artificielle, mécanique, chimique ou autre, et s'en tenir aux méthodes naturelles de régulation. Et les couples qui utilisent la régulation naturelle devraient le faire en dernier recours et avec regret. Ça n'a pas nécessairement toujours été fait. Je pense que malheureusement, dans les années 40, 50, on limitait les naissances avec joie, beaucoup plus qu'avec regret. Mais il précise que dans ce domaine, ce sont les époux qui sont les seuls juges des motifs. Donc le curé n'a pas son mot à dire. Bien sûr, les époux devraient même consulter le prêtre et le médecin avant de prendre une décision, mais l'autorité ultime leur revient. Et finalement, les gouvernements devraient adopter des mesures pour favoriser la natalité. Voilà ce qu'est la vraie doctrine de l'Église catholique encore aujourd'hui sur la question de la limitation des naissances. Ça a été réaffirmé dans l'encyclique Humanae Vitae par le pape Paul VI en 1968 et dans le catéchisme de l'Église catholique du pape Jean-Paul II en 1992. Cette doctrine pourrait être qualifiée de natalisme modéré, c'est-à-dire que l'Église va encourager, recommander, louer les familles nombreuses, mais va quand même accepter que les gens n'aient pas nécessairement toujours les moyens d'avoir un grand nombre d'enfants. Revenons à Michael Gauvreau et à son livre très déstabilisant sur les origines catholiques de la Révolution tranquille. Michael Gauvreau nous raconte que entre 1930 et 1970, le clergé et l'élite du clergé au Québec, notamment dans les mouvements d'action catholique, ont travaillé à ce qu'il appelle la reconstruction de la famille canadienne-française. Quand on pense à la famille traditionnelle, nous autres, on pense à la famille des années 1950, qui avait été illustrée notamment par le fameux téléroman américain « Papa a raison ». Alors, on parle d'un papa, d'une maman, on parle de 3 ou 4 enfants, une maison à la banlieue, un papa qui travaille, une maman qui reste au foyer et des enfants qui vont à l'école. C'est la famille de Papa a raison. Mais la famille traditionnelle en 1900, c'était pas ça. La famille, autrefois, c'était d'abord une unité économique avant d'être une unité émotive, psychologique. C'était finalement une espèce d'entreprise collective pour gérer une ferme. Dans les anciennes familles du 19e siècle, il y avait beaucoup de monde dans les maisons. Souvent, le père avait été marié 2-3 fois à cause de la forte mortalité. À la maison, on vivait avec les oncles, les tantes. Il y avait beaucoup de célibataires qui restaient là. Et il y avait toujours une autorité supérieure. Il y avait une espèce de pater familias qui dirigeait tout le monde. Et d'habitude, le pater familias, c'était un grand-père. C'était pas quelqu'un de jeune, sauf peut-être dans les pays de colonisation. Là, c'était possible d'être le pater familias si on allait s'établir sur une nouvelle terre, mais en général, c'était ça. Et le modèle va même se transposer au début de la Révolution industrielle dans les villes, parce que dans une ville comme Montréal, en 1900, on a encore beaucoup d'enfants, et les enfants vont pas à l'école, donc dès l'âge de 7, 8, 9, 10 ans, ils vont travailler à l'usine, et finalement, ils sont rentables sur le plan économique. Ce qui va faire en sorte que les enfants ne seront plus rentables sur le plan économique, tant dans le monde rural que dans le monde urbain, c'est la scolarisation. Et ça commence massivement dans les années 1920. La véritable cause de la dénatalité, c'est la scolarisation, parce que là, ça commence à coûter cher des enfants quand il faut les garder jusqu'au collège, jusqu'à l'université, et parfois même aujourd'hui jusqu'à 40 ans.
Michael Gauvreau nous a étudié plusieurs revues catholiques de l'époque qui étaient très souvent dirigées par les jésuites, comme Famille, Collège et Famille, Relations, l'École des parents, Front ouvrier, Jeunesse ouvrière, Vie étudiante, les cahiers d'action catholique. Alors ça, c'était les revues d'avant-garde. Il fait remarquer une chose intéressante. Dans la revue Famille, qui était une revue publiée par les Jésuites dès les années 1930, on présente toujours des photos où les familles n'ont pas plus que 3 enfants. Hein, on dit qu'une image vaut 1000 mots. Alors déjà, pour les Jésuites dans les années 30, le modèle de la famille qu'ils présentaient dans leur revue, c'était une famille de 3 enfants. Ce courant de pensée a été influencé par le personnalisme d'Emmanuel Mounier. Des gens aussi différents sur le plan politique que Gérard Pelletier et Marcel Clément. Gérard Pelletier a été secrétaire général de l'Action catholique dans les années 40, ensuite journaliste à la presse, finalement ministre dans le gouvernement de Trudeau. Il a voté en faveur de la loi sur l'avortement en 1969. C'était un homme, disons, de centre-gauche. Marcel Clément, lui, c'est le directeur du journal L'Homme Nouveau en France, donc un homme très à droite. Mais Gauvreau dit que sur le plan de la famille, ces deux-là ont exactement la même idée. Donc, le personnalisme familial transcende les clivages droite-gauche. Ça, c'est très intéressant quand on voit des lieux de passage entre la droite et la gauche dans l'histoire intellectuelle au Québec. Et le personnalisme d'Emmanuel Mounier a été une des grandes influences du régime de Pétain en France dans les années 40. Ça, c'est connu par tous les historiens. Et Gérard Pelletier lui-même, hein, d'ailleurs, avait écrit en 1941 un article à l'éloge du maréchal Pétain. Alors, des fois, c'est intéressant de voir, de lire des vieilles revues. Au Québec, il y a eu, et en France, il y a eu beaucoup d'écrivains qui se rattachaient à ce courant de pensée, comme Jacques Maritain, Daniel Rops, Thierry Monnier. Au Québec, Fernand Dumont, le sociologue de l'Université Laval, Guy Frégault, l'historien de l'Université de Montréal, et Guy Rocher, qui a joué un rôle lors de la réforme Parent en 1965, et la revue Cité libre, où collaborait entre autres Pierre-Éliott Trudeau, ben, c'était le pendant québécois de la revue Esprit, là, du personnalisme de Mounier. Le personnalisme a été combattu par le grand philosophe thomiste de l'Université Laval, Charles de Coninck. En 1943, il avait écrit un livre de la primauté du bien commun contre les personnalistes. La grande idée du personnalisme familial, c'est qu'il faut avoir peu d'enfants pour mieux les éduquer. On critique sévèrement l'ancienne famille rurale. On critique aussi le père de famille distant, le pourvoyeur qui lit son journal, qui intervient auprès des enfants seulement quand la mère est débordée et qui finalement est plutôt une décoration dans la maison. Vous lisez les revues catholiques des années 40-50, ce qu'ils disent sur les hommes, je pense que les féministes ultra-radicales d'aujourd'hui pourraient se reconnaître assez bien là-dedans. Le point le plus intéressant du livre de Michael Gauvreau, c'est quand il nous parle du contenu des cours de préparation au mariage qui ont été mis sur pied. Ben, ça a commencé à la fin des années 30 dans le mouvement de la Ligue ouvrière catholique. On voulait surtout rejoindre les gens des classes ouvrières par les cours de préparation au mariage, parce qu'on se disait que les gens des classes bourgeoises, eux autres, ben, ils avaient été au collège classique pour les garçons, dans les couvents pour les filles, donc ils étaient déjà assez bien formés, mais il n'y avait rien pour la classe ouvrière. Alors donc, c'est la Ligue ouvrière catholique qui a mis sur pied ces cours-là. Ensuite, après 1945, ça va être récupéré par les diocèses. Et quand on regarde le contenu de ces cours-là, Gauvreau l'a fait, alors il nous montre qu'il y a une vision tout à fait personnaliste du mariage qui est enseignée. Alors, c'était quoi cette vision? Le mariage est d'abord présenté comme une communauté émotionnelle de vie, comme si la deuxième fin passait avant la première dans leur discours. Le mariage et le but du mariage, ce n'est plus tellement la procréation que le perfectionnement spirituel des époux. Gauvreau nous dit qu'il y avait dans ces revues-là une idée de sacralisation de la sexualité.
Il y en a qui sont même allés beaucoup plus loin, qui sont allés peut-être trop loin, ils ont été critiqués à l'époque, qui disaient que finalement le mariage c'était un état de vie supérieur au célibat consacré. Alors ça, l'Église n'a jamais enseigné ça, là, il y a eu un peu un retour en arrière là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme dit Gauvreau, finalement, il était d'accord avec le rapport Kinsey. Kinsey considérait que la sexualité, c'était quelque chose de sacré, mais lui, c'était dans une optique de pansexualisme, de sexualité débridée, d'accord. Les catholiques disent non, non, la sexualité doit rester dans le mariage, doit être bien maîtrisée, bien ordonnée, mais elle reste sacrée exactement comme pour Kinsey. Alors encore là, on peut voir une correspondance intellectuelle entre des gens qu'on penserait plutôt opposés. Et il semble qu'on a discuté beaucoup du rapport Kinsey dans les groupes d'action catholique dans les années 40 et 50 au Québec. Pour ce qui est de la relation entre les époux, on prône une relation plus égalitaire, on parle d'un rapport démocratique avec les enfants, on insiste sur l'importance de l'épanouissement des époux et notamment de l'épanouissement sexuel de la femme, ça c'est un thème très fort. On fait passer le couple avant la famille et implicitement, ça inclut la limitation des naissances. Lors des cours de préparation au mariage, vous ne serez pas surpris d'apprendre que les séances où l'on parlait de la méthode Ogino, c'est là qu'il y avait le taux de participation le plus élevé. Les séances qui étaient consacrées au mariage ou au droit canon, ça, il y a bien des gens qui s'absentaient à ce moment-là, mais quand on parlait de ça, c'était populaire. Est-ce qu'on peut dire que c'est la pilule qui a fait chuter le taux de natalité au Québec ou la méthode Ogino? Regardons les chiffres. De 1890 à 1970, le taux de natalité au Québec a baissé de 62%, donc avant la pilule. De 1970 à nos jours, il a baissé de 24%. Gauvreau dit, en fait, c'est le clergé qui a préparé la mentalité malthusienne au Québec. La pilule n'aurait pas eu autant de succès de manière aussi rapide si les gens n'avaient pas d'abord été préparés à accepter le principe de la limitation des naissances. Regardez l'exemple de l'Afrique aujourd'hui. Il y a beaucoup de pays africains qui ont encore des taux de natalité très élevés, 4, 5, 6 enfants par femme. Et pourtant, les pilules anticonceptionnelles sont tout à fait disponibles dans ces pays-là. Mais ils ne veulent pas y prendre. La contraception, la limitation des naissances, ce n'est pas une question de moyens, c'est d'abord une question de volonté, une question de mentalité. Dès 1957, Jacques-Henri Pin, le démographe qui a dénoncé beaucoup le problème de la dénatalité au Québec, en oubliant un peu qu'il était en faveur de la pilule dans les années 1960, soit dit en passant. Mais dès 1957, il disait « Après tout, il se peut que la doctrine anti-malthusienne ait comporté quelques sagesses, quelques perspicacité sur le plan social, quelques avertissements, que le contrôle des naissances peut prendre des proportions démesurées s'il est officiellement recommandé. » Et effectivement, il va y avoir un dérapage de la contraception à laquelle on ne s'attendait sûrement pas dans les milieux catholiques dans les années 1930. Effectivement, c'est surtout pour des motifs égoïstes que l'on va utiliser les méthodes de régulation naturelle pour faire diminuer la natalité. Et quand la pilule va ensuite offrir un moyen encore plus sûr, plus efficace, moins difficile, on va sauter à pieds joints là-dedans. Maintenant, parlons du secret de confession. Ah, ça, c'est difficile pour un historien d'aborder le problème du secret de confession, parce que, par définition, c'est secret, ça ne laisse pas de traces écrites. C'est difficile de savoir qu'est-ce qui pouvait se dire au confessionnal à ce sujet-là. Mais certains historiens ont quand même essayé de travailler parce qu'il y a des documents écrits sur lesquels on peut s'appuyer. Par exemple, les traités de théologie morale, savoir qu'est-ce qui était recommandé, mais entre ce qu'on recommandait aux prêtres dans leur cours au séminaire et ce qu'ils faisaient en réalité dans leur confessionnal, il n'y a pas une grosse différence. Alors donc, on peut se fier aussi à la correspondance des prêtres, par exemple les prêtres qui écrivaient à leurs évêques ou à des théologiens spécialisés pour leur poser des cas théoriques ou des cas pratiques. Évidemment, on taisait toujours les noms. On peut aussi se fier un petit peu aux témoignages, mais des témoignages là-dessus, il n'y en a pas beaucoup et ils sont plutôt tardifs. Alors, quand il y a eu des enquêtes orales qui ont été faites sur la question de la natalité au Québec, il
faut toujours se rappeler que ça a été fait dans les années 70-80 auprès de femmes âgées, mais qui avaient eu leur vie reproductive généralement après 1940. Au mieux, la fin des années 30. On ne peut pas du tout, par des témoignages, savoir qu'est-ce qui se faisait ou qu'est-ce qui se disait dans les années 20 ou 19e siècle. Serge Gagnon, par exemple, lui, a écrit un très beau livre, Plaisir d'amour et crainte de Dieu, sur la sexualité et la confession au Bas-Canada. Donc, on parle d'avant 1840. Lui, il a étudié les lettres que les curés envoyaient à leur évêque pour leur poser des questions concrètes sur toutes sortes de sujets relatifs à la sexualité. Dans son livre, il ne parle pas une seule fois de la limitation des naissances. En fait, je m'excuse, j'exagère un peu. Il a trouvé une lettre où on parlait de coït interrompu. Et il dit, à l'époque, ça devait être à peu près aussi rare que l'infanticide. Donc, il n'y a pas de discours terroriste du clergé pour les grossesses au 19e siècle. Si on regarde du côté de l'évêque de Saint-Hyacinthe, Monseigneur Louis-Zéphirin Moreau, Roland l'Italien a écrit un beau livre sur Monseigneur Moreau. Et Monseigneur Moreau, un moment donné, présente les vices qui règnent dans son diocèse. On est à peu près en 1880-90. Alors, il les met en ordre d'importance. L'ivrognerie, le luxe, les mauvais amis, les médisances et un peu trop de confort. Voilà les grands vices de nos ancêtres à la fin du 19e siècle. Limitation des naissances, il n'y en est pas question. Sexualité, il n'y en est pas question. En fait, une fois seulement, il a admonesté un de ses curés qui avait trop parlé en chair du 6e commandement. Et pourtant, Monseigneur Moreau demandait à ses curés de faire un rapport très détaillé de l'état moral de leur paroisse après chacune de leurs visites. Alors, si c'est vrai, comme le dit Gérard Bouchard, que le curé comptait les lits vides dans les maisons, là, on en aurait des traces dans les archives des diocèses au Québec. On ne peut pas en trouver de traces. Moi-même, dans mon étude de doctorat sur le cardinal Taschereau, j'ai tout lu sur le cardinal Taschereau, toute sa correspondance. Il n'y a pas un seul moment, je n'ai pas trouvé un seul texte où il parle de la natalité. Le grand problème aux yeux du clergé canadien-français au 19e siècle, c'est l'alcoolisme, c'est pas la dénatalité. Mais à ce moment-là, d'où vient cette fameuse légende noire? Elle vient en fait dans le souvenir, les témoignages, d'une confusion entre ce qu'on appelle le péché d'Onan, c'est-à-dire le coït interrompu, et ce que j'appellerais, si vous me permettrez cette liberté de langage, le péché de Malthus. En fait, s'il y a des femmes qui se sont faites reprocher des choses, c'est pas d'avoir voulu empêcher la famille, c'est d'avoir utilisé un mauvais moyen pour le faire, c'est-à-dire le coït interrompu. Certaines femmes ont peut-être entendu ce reproche-là en confession. Les hommes, beaucoup moins, de toute façon, c'est connu, les hommes, ils ne se confessaient pas. S'ils se confessaient, ils ne confessaient pas. Mais tous les témoignages qu'on a à ce sujet-là, le peu de témoignages qu'on a, ça vient de femmes, ça vient jamais d'hommes. Il faut tenir compte aussi de la mémoire reconstituée d'après 1960. Alors, je pense que bien des gens qui ont témoigné sur ce qu'ils avaient vécu avant 1960 le font à la lumière des idées complètement contraires qu'on leur a inculquées après 1960. Donc, à l'époque, elles se trouvaient bien heureuses. Après, on les a fait croire qu'elles avaient été bien malheureuses. Mais au bout du compte, quand on les interroge, les historiens leur remarquent, finalement, non, au bout du compte, il y a des mecs qui ont été heureuses malgré tout. C'est assez curieux. Il y a peu de sources documentaires réelles. Comme je vous l'ai dit tantôt, si c'est vrai que dans les visites paroissiales, on s'informait de ça, il y en aurait resté des traces dans les rapports que les prêtres envoyaient à leurs évêques. En fait, je pense que ça repose essentiellement sur des préjugés qui ont été diffusés dans les médias populaires et des préjugés anticléricaux, et je ne serais pas surpris que finalement cette légende noire vienne des milieux anglo-protestants, comme bien d'autres légendes noires qui concernent
l'histoire du Québec. Diane Gervais a fait une belle étude de témoignages oraux sur cette question-là. Mais elle a pu interroger, en fait, 57 personnes mariées. Vous voyez que notre échantillonnage, il n'est pas très, très élevé. Puis là, il n'y en aura plus d'autres. Ceux qui ont eu une vie reproductive avant 1960, elles sont mortes maintenant. Donc, les historiens d'aujourd'hui, les historiens de l'avenir vont devoir travailler à partir de ce qu'on a déjà dans les archives et on n'a pas grand-chose. Bon, dans son enquête, elle a interrogé aussi 21 prêtres et 21 médecins. Qu'est-ce qui ressort? Il ne ressort pas des témoignages qu'elle nous présente. Elle nous présente ça vraiment dans plusieurs pages là, dans son livre. Il ne ressort pas un portrait d'horreur comme Gérard Bouchard a tracé au début. Là. En fait, les femmes qui ont vécu l'époque de Ogino se répartissent en 3 tiers. Un tiers qui disent avoir été parfaitement heureuses, un tiers qui ont trouvé ça difficile, un tiers qui ont trouvé ça insupportable. Mais quand on lit les témoignages, en fait ça c'est mon opinion, ce qui est déterminant dans le bilan qu'elles font, c'est pas le rapport qu'elles ont avec l'Église, avec leur religion, avec le curé, c'est le rapport qu'elles ont avec leur conjoint. Alors, un tiers qui ont été heureux en mariage, un tiers qui ont été malheureux, puis un tiers que c'était entre les deux. Je pense que c'est la norme à peu près habituelle. Il y a assez peu de mauvais souvenirs qui ressortent du clergé. En fait, dans tous les témoignages sur le rapport Diane Gervais, j'ai vu un seul mauvais souvenir. C'est une femme qui dit que son curé lui a refusé dans les années 1960 de prendre la pilule. Ce que les gens regrettent, ils ne regrettent pas d'avoir eu beaucoup d'enfants, loin de là, mais ce qu'ils regrettent du passé, c'est leur ignorance, surtout leur ignorance en matière sexuelle. Alors ça revenait assez souvent. On remarque que ces gens-là sont conformistes sur le plan social. Ils disaient, on vivait comme ça dans ce temps-là. C'était l'Église qui avait le pouvoir. C'était ça que l'Église nous enseignait. Bon. Est-ce que ces gens-là étaient plus conformistes que le sont les Québécois d'aujourd'hui, qui suivent ce que Radio-Canada lui dit, ce que les médias lui disent? Je pense que le conformisme, c'est quelque chose de permanent dans toutes les sociétés, à toutes les époques. Mais est-ce que moi je remarque, enfin c'est mon opinion, c'est le jugement que je porte après avoir lu ces témoignages, la religion influence effectivement ces gens-là, mais parce qu'ils l'ont intériorisé, et non pas parce qu'ils avaient peur du curé. Dans le fond, c'est parce qu'ils étaient d'accord avec cette idée que c'était une plus belle famille d'avoir beaucoup d'enfants. Ils ont décidé d'en avoir beaucoup, tant bien que mal. En 1990, il y a eu une enquête qui avait été faite auprès de femmes âgées de 70 ans ou plus, donc qui avaient complètement terminé leur vie reproductive. Et ce qu'on a remarqué, c'est que les femmes qui allaient encore à la messe à ce moment-là, en 1990, c'était des femmes qui, en moyenne, avaient eu plus d'enfants que les autres. Donc, l'attachement à la religion est une source de fécondité, mais non pas parce qu'on a peur de l'enfer, qu'on a peur du curé, qu'on a peur de se faire refuser les sacrements, mais tout simplement parce que quand on a la foi, on voit mieux la vie, et si on voit mieux la vie, on va avoir plus d'enfants. Il y en a beaucoup de légendes noires au Québec. Pensez à l'histoire de Dollard des Ormeaux, le fameux retard économique du Québec qui aurait été causé par les curés, c'est à cause de l'Église qu'on n'aurait pas eu le sens des affaires, l'histoire des orphelins de Duplessis, le génocide culturel des Amérindiens, les évêques qui se sont opposés au vote féminin, le racisme et l'antisémitisme de Lionel Groulx, de nos nationalistes. Alors, il y en a une multitude de légendes noires qui visent à discréditer notre passé. Je pense que le clérico-natalisme, c'est une de ces légendes. Je vais vous en parler d'une légende sur laquelle j'ai travaillé plus particulièrement, le mythe de l'agriculturisme. À la fin des années 1950, l'historien Michel Brunet de l'Université de Montréal avait écrit un article tonitruant sur 3 dominantes de la pensée canadienne-française. L'agriculturisme, l'anti-étatisme et le troisième, c'était le messianisme. Alors lui, il disait que finalement, c'était à cause des curés si le Québec avait un retard économique sur l'Ontario, parce que l'Église s'était opposée à l'industrialisation, parce qu'on avait une vie plus chrétienne, plus saine, plus morale à la campagne.
Bon, il y avait bien des gens qui avaient, à l'époque, dit que tout ça était complètement faux, notamment François-Albert Anger. Par la suite, les historiens ont démontré que c'était complètement faux et qu'au contraire, bien des prêtres au Québec ont été des véritables agents de promotion économique, de promotion industrielle. Donc, aujourd'hui, c'est complètement rejeté. Moi-même, j'ai un peu contribué au rejet de ce mythe dans mon article sur la pensée économique de l'Action française, qui avait été publié en 1993 dans la Revue d'histoire d'Amérique française, mais il y a plusieurs autres historiens. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui défend la légende noire de l'agriculturiste. Je pense qu'un jour, il n'y aura plus personne parmi les historiens qui vont défendre la thèse du clérico-natalisme. Mais c'est une chose que d'abandonner une légende dans l'esprit des historiens, puis ce n'est une autre que de faire rentrer ça dans l'opinion publique. Je pense que le mythe de l'agriculturiste reste présent dans une certaine opinion publique au Québec. Parce que, voyez-vous, comme disait Voltaire, mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. Mais les faits parlent d'eux-mêmes. La réalité, c'est que le taux de natalité a constamment diminué pendant tout le 20e siècle au Québec. C'est que la doctrine de l'Église n'a jamais été ultranataliste, ni à Rome, ni au Québec. L'Église admet la limitation des naissances depuis 1930. Le clergé a diffusé activement la méthode des Junot dès 1940, et finalement, l'image d'Épinal des fameuses menaces spirituelles du clergé ne s'appuie pas sur des sources documentaires fiables. Je vais vous donner un petit exemple, je pense que ça vaut la peine. Quand j'étais en études de doctorat, on avait eu un séminaire où on discutait de questions de méthodologie. Et on avait lu à ce moment-là un texte intéressant pour montrer que les historiens doivent se méfier des témoignages oraux des gens sur le passé. Voici quels étaient les faits. Il y avait une enquête orale qui avait été faite dans le sud de la France, dans les années 1950, 60, je ne sais pas trop, pour voir comment les gens avaient vécu la libération en 1944. Or, dans certaines régions, là, il y avait des villages où tout le monde était unanime. Ils racontaient le fait suivant. Les soldats sénégalais des forces françaises libres coupaient les oreilles des soldats allemands morts pour les accrocher à leur ceinture en guise de trophée. Tout le monde était unanime là-dessus. Mais les historiens ont fait des recherches dans les archives. Et ce qui est arrivé, c'est que les soldats allemands qui étaient là et qui étaient morts, ben, c'était des soldats alliés qui les enterraient. Hein. On faisait ça pendant la guerre. Les Allemands enterraient les soldats alliés qui étaient abandonnés. Bon. Mais quand on enterrait un soldat allemand, on faisait toujours un rapport écrit pour voir de quoi, et on disait de quoi ce soldat était mort. Et s'il y avait des mutilations, on le mentionnait. Par exemple, s'il avait perdu une jambe ou des choses comme ça. Or, on n'a trouvé aucun rapport qui parlait d'oreilles coupées. C'était une pure légende, mais aux yeux des gens, ou plutôt dans la mémoire des gens, tout le monde était unanime. Oui, effectivement, j'ai vu ça quand j'étais petit. Ben, il n'y avait rien vu. Ce que les historiens retirent de ça, c'est que quand vous avez d'un côté un témoignage oral qui est contredit par des sources écrites, il faut se fier aux sources écrites et aux sources contemporaines plutôt qu'aux témoignages qui sont faits plusieurs décennies après. Mais les témoignages sont quand même intéressants parce qu'ils reflètent une mentalité. Alors, ce que les historiens ont découvert, c'est que quand les Prussiens avaient envahi la même région en 1870, les villageois de ce temps-là disaient que les Prussiens coupaient les oreilles des soldats français pour les mettre à leur ceinture. Et quand les Autrichiens avaient envahi la région en 1815, là, c'est eux autres qui coupaient les oreilles pour les mettre à leur ceinture. En fait, ce que ça nous révèle sur le plan de l'histoire des mentalités, c'est qu'il y a comme une vision dans ces masses paysannes, comme quoi que le soldat étranger, c'est nécessairement un barbare, donc il va faire des choses absolument abominables, et il transpose ça d'une génération à l'autre. Il ne faut pas se fier aux témoignages oraux. Ce que les témoignages oraux nous apprennent, c'est la mentalité de ceux qui témoignent. Alors, quand vous avez des dames qui vous disent, ben moi je me souviens que le curé disait que, ben vous en apprenez beaucoup sur la mentalité de cette dame-là aujourd'hui et de sa vision qu'elle a de l'Église, vous apprenez pas grand-chose sur ce qui s'est passé il y a 40 ou 50 ans. Et vous remarquerez que ces témoignages-là sont toujours des oui-dire. Hein? Même Jeannette Bertrand, elle commence son texte en disant
Il y a une dame qui m'a raconté que. C'est là-dessus que repose le fameux mythe. Mais la doctrine catholique en matière familiale, elle est très équilibrée. Et si on l'avait suivie, ben, on aurait une pyramide démographique à peu près normale, comme ce qu'on avait jusqu'à 1970 au Québec. Mais on ne l'a pas suivi. Si le Québec était resté fidèle, ben, on ne serait peut-être pas rendu à transformer nos écoles en résidences pour personnes âgées. Alors, je vous remercie.